Monsieur Dabry, pardon, va faire les deux communications suivantes. Il va représenter Madame Logros qui attend un enfant, donc qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et il va nous parler donc de biodiversité ordinaire, biodiversité liée au calcaire, voire biodiversité exceptionnelle. Et puis également donc tout ce qui est lié au cycle de l'eau, donc sur la Saunelle, qui est une petite rivière, certes discrète, 21,8 km, mais une rivière très originale, puisque c'était une rivière karstique, c'est une rivière, comme nous l'ont expliqué Monsieur Armand, une rivière qui récupère des petits rus, etc., en particulier des ruisseaux qui font 40 mètres de dénivelé en l'espace de 2 km, comme le rue de Rorthais, par exemple. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour deux interventions. Voilà, cher monsieur, donc je vous présente rapidement. Vous êtes donc chargé d'études scientifiques au CEN, le CEN de Lorraine, le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, qui est une très belle structure. Je vous invite à y adhérer parce que le CEN vit aussi en partie du soutien donc, du grand public. Voilà. Merci pour votre soutien en tout cas. Bonjour à tous. Voilà, Julien Dabry, j'ai une spécialité scientifique d'études des milieux naturels et au travers donc, des deux interventions qui vont venir, je vais essayer de vous dresser un petit paysage détaillé des enjeux naturalistes, écologiques qu'on peut trouver sur ce bout de territoire vosgien. On va commencer donc sur un premier thème des pelouses calcaires, sous un angle alors un peu différent, un peu plus complet que ce qui a été présenté sur le titre du programme. On va aller un peu plus loin que la biodiversité, parce que les pelouses calcaires, c'est une biodiversité remarquable. Mais je voulais aussi vous remontrer que c'est avant tout un patrimoine issu du système agropastoral traditionnel français. Et donc, ce qui va être un patrimoine biologique compliqué à conserver. Alors, les pelouses calcaires, on va détailler un peu après qu'est-ce que c'est concrètement. C'est un écosystème, c'est-à-dire c'est un milieu naturel, vivant, constitué de sols, tout l'aspect géologie, tout l'aspect vivant, qui va avoir des relations multiples et puis très variées. On va revenir avant, ouais. Alors, c'est un milieu qui est au cœur de l'intervention du Conservatoire depuis sa création, il y a maintenant bientôt 40 ans. C'est un milieu qui est très riche. Et donc, on est intervenu notamment au Conservatoire sur la vallée de la Saunelle, notamment depuis 1993, avec un partenariat avec la mairie de Villouxel, le petit village de Villouxel qui possède une très belle pelouse juste derrière l'ensemble urbain. Et donc depuis 1993, il y a une convention avec cette commune qui s'est engagée même plus tard dans une protection forte de cette pelouse. Et sur ce territoire de la vallée de la Saunelle aussi, il y a beaucoup d'études sur les milieux naturels qui ont été engagées, notamment grâce au classement en tant que site Natura 2000, donc qui a permis d'avoir une expertise relativement approfondie. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, en partie, provient de ces deux sources-là. Alors sur les pelouses calcaires, en plus, nous sommes une petite équipe dont je suis le représentant seul, mais avec mes collègues Rachel Célin-Géloten et puis Pascal Richard. Donc ça fait depuis 20 ans qu'on essaye de travailler sur ces thématiques de comment conserver ce patrimoine. Suivant. Donc qu'est-ce qu'une pelouse calcaire ? C'est pas la pelouse que vous avez dans votre pavillon, il ressemble par un aspect, c'est-à-dire c'est une végétation herbacée généralement, relativement rase, c'est pas de la prairie très haute. Mais on va voir que ça peut être constitué de différents faciès. On a des milieux herbacés, très ouverts, mais qui peuvent être, comme sur ce schéma, vous pouvez avoir quelques ourlets forestiers, quelques dalles rocheuses aussi. Suivante. Alors, quelles sont les conditions initiales de formation d'une pelouse calcaire ? On a quatre principaux critères. Le premier, c'est d'être dans un contexte relativement sec, c'est-à-dire peu d'eau. Donc souvent, on est dans des configurations en pente où l'eau ne va pas rester, ne va pas stagner. Le deuxième, c'est d'être dans des conditions de chaleur, donc dans des endroits qui sont
exposés au sud, généralement. À ce critère de chaleur s'ajoute un critère de luminosité. Il y a beaucoup, on parle de critères d'héliophilie. Donc les plantes, notamment, vont avoir besoin de beaucoup de luminosité pour pouvoir pousser. Et enfin, le quatrième critère, qui est en fait un ensemble, ce qui est le critère géologique, les pelouses ne se développent que sur des sols qui sont pauvres en nutriments. Donc on parle de prairies grasses pour le volet opposé, alors que sur les pelouses, on est sur des pelouses, on parle de pelouses oligotrophes, donc qui sont très pauvres. On est aussi souvent sur des sols superficiels, ça a été évoqué juste avant, donc des sols très fins sur lesquels les réseaux racinaires vont avoir du mal à s'implanter pour la végétation, donc de fortes contraintes. Et enfin, en dessous, une roche-mère de type calcaire ou marno-calcaire, donc avec des propriétés chimiques bien particulières qui vont sélectionner les plantes qui vont être spécifiques. Quelques exemples. Alors malheureusement, j'ai peu d'iconographie sur la Sonnelle. Un des plus beaux exemples dans la région, c'est juste de l'autre côté. On voit la côte de Bourg-les-Monts au fond. Mais là, on est sur le secteur d'Autigny, dans la vallée, j'ai mangé le nom de la rivière, du Ver, merci. Avec ce magnifique coteau où, dans la pente, vous avez une des plus belles pelouses calcaires de Lorraine qui s'est établie. Donc on voit ces faciès multiples avec des formations d'herbes, de buissons, de forêts sur les pourtours. Donc on a vraiment un écosystème complexe et qui n'est pas uniquement non plus que de la formation herbacée. Donc voilà, on a toute une gamme d'interactions qui vont pouvoir se mettre en place. On se rapproche. Une autre illustration donc, de la pelouse calcaire sur Rollainville. On est toujours de l'autre côté par rapport à ici, mais pas très loin, à quelques dizaines. Et dans les exemples de la flore typique, on a par exemple l'anémone pulsatile, qui n'est ici plus en fleurs, mais qui forme cette espèce de méduse sur les pelouses quand elles fructifient. Et donc on a toute une flore particulière qui est inféodée à ces conditions sèches. Et donc souvent les pelouses sont relativement fleuries, surtout au premier printemps par exemple. Après, dès que l'été s'installe et qu'il fait chaud et sec, bien sûr la végétation a un peu plus de mal, y compris dans les pelouses calcaires. On a aussi toute une faune un peu particulière, notamment parmi les insectes. Les pelouses sont des milieux parmi les plus diversifiés, notamment pour les papillons, pour les orthoptères. On retrouve quasiment 2 tiers à 3 quarts des espèces de papillons dans les pelouses. Suivant. Alors, pour la flore, quelques illustrations un peu plus détaillées. Dans les pelouses lorraines, ont été dénombrées jusqu'à présent 1300 espèces différentes, donc je ne pourrais pas toutes vous les passer une par une. Ça fait, alors j'ai plus en tête exactement, mais c'est à peu près la moitié de la flore lorraine qu'on peut retrouver en parcourant les pelouses calcaires. Et les végétaux s'associent entre eux, on parle de groupement. Il y a plus de 500 formations différentes qui ont été décrites aussi sur les pelouses calcaires. Et en plus, ce sont des milieux donc très riches où, par mètre carré, on peut avoir jusqu'à 40 espèces. Donc sur cette petite estrade, vous pourriez avoir 60 espèces différentes de flore. Alors il faut se mettre des fois un peu à 4 pattes, tout n'est pas grand, mais voilà, c'est une diversité très forte par rapport à d'autres milieux. On a en illustration une orchidée, l'orchis mouche, et puis d'autres faciès. Alors sur le bas, vous avez des faciès de pelouse rase, donc c'est-à-dire une végétation très courte, ou des faciès quand on se rapproche d'une lisière, par exemple, avec de la végétation un peu plus haute, et quelques orchidées aussi un peu plus grandes. Alors beaucoup de ces espèces sont malheureusement classées comme menacées. Donc on a sur les 19 plantes qui ont été évaluées comme gravement menacées d'extinction à l'échelle lorraine, on en a 8 qui se retrouvent sur les pelouses calcaires. Suivante. Si on passe au volet faune, alors on a l'habitude de mettre quelques jolies bêtes, j'en ai mis quelques-unes qui sont généralement moins appréciées, mais qui sont tout aussi importantes pour la biodiversité.
Une araignée, par exemple, petite Eresus colari, alors elle n'a pas de nom français. Une petite araignée qui se reconnaît notamment parce qu'elle est rouge et avec les pattes un peu orangées comme ça. Elle n'est pas très grande, hein, n'ayez pas trop peur, vous pouvez vous approcher d'elle, elle ne vous mangera pas. Eresus colari, donc, qui est une espèce strictement inféodée sur les pelouses les plus rases, les mieux exposées, et qui se retrouve notamment sur Maxey-sur-Meuse, par exemple. On a dans les mal-aimés aussi la vipère aspic, et ça on n'aime pas celle-là, et il faut bien comprendre que par contre sur la Lorraine on a cette particularité qu'on est en limite nord de l'aire de répartition de la vipère aspic, donc on la retrouve pas plus haut, alors elle remonte jusqu'à Nancy et encore quelques stations isolées jusqu'à Metz à peu près, mais on est donc vraiment ici sur sa limite d'aire de répartition. Donc par rapport au changement climatique notamment, on a cet enjeu-là d'être sur ces couloirs de dispersion où l'espèce, quand elle devra migrer vers le nord pour s'adapter au nouveau climat, voilà, on est sur cette frontière mouvante, donc on a un rôle important à jouer dans la conservation pour cette espèce. Bon, après, il y a d'autres couleuvres, par exemple couleuvre verte et jaune, qui est relativement rare. Dans les oiseaux, l'enjeu écologique est un peu moindre. Alors, je vous ai illustré ici la pigrièche écorcheur, qui, elle, nécessite d'avoir une mosaïque d'habitat à l'échelle locale, avec des fourrés, des milieux ouverts où elle va chasser, des fourrés où elle va pouvoir vivre, faire un nid, et donc surtout une très forte ressource en insectes, notamment pour se nourrir. Donc comme je vous l'ai abordé juste avant, il y a une très forte diversité sur les insectes, et malheureusement on a très peu de spécialistes pour faire des bilans détaillés. Donc on a une très bonne connaissance sur certains ordres, les papillons, les cricasauterelles, donc lépidoptères, orthoptères, et sur tout le reste, on n'a malheureusement qu'une connaissance encore relativement fragmentaire. Et globalement, les pelouses sont des milieux importants pour toute la faune au niveau du paysage, car vu que ce sont des milieux où la pression anthropique est généralement faible, ce sont des milieux qui sont encore relativement riches, diversifiés, donc ils vont servir de réservoir à nourriture. Pour les hirondelles qui vont vivre dans les villages, par exemple, elles vont souvent aller chasser sur les pelouses calcaires où elles vont trouver de nombreux insectes pour se nourrir. Sinon, merci. Enfin, les pelouses calcaires ont un enjeu socio-économique local relativement important. En termes de paysage, je vous parlais de Villouxel avec son petit écrin de pelouse derrière, c'est un paysage de carte postale. Donc il y a aussi des enjeux sur la protection de la ressource en eau, vu qu'il y a une activité agricole généralement très extensive sur ces milieux. Toute l'eau qui va transiter, qui va tomber sur la pelouse calcaire et qui va transiter par cette pelouse ne sera pas polluée, donc au contraire elle va être épurée par les sols au passage. Il y a beaucoup d'activités de tourisme et de loisirs, ne serait-ce que pour votre promenade du dimanche. Ce sont des milieux agréables pour se ressourcer. Localement, on a aussi du patrimoine local. Je vous ai illustré ici avec la croix qui est présente sur Rollainville, que vous connaissez probablement. Et enfin, il peut y avoir un enjeu économique quand même. On va en reparler un peu après, avec notamment une possibilité de valorisation agricole. Alors justement, ces pelouses sont un écosystème menacé, j'ai déjà un peu abordé. Pourquoi? Notamment du fait de l'évolution des pratiques agricoles. Ce sont des terres qui ont été abandonnées, c'était des terres issues du domaine agricole, on va le voir juste après, mais qui maintenant ont été abandonnées parce qu'elles sont moins productives ou plus difficiles à mécaniser, souvent sur des pentes, sur des sols peu épais, donc des grosses contraintes. Et à côté de ça, pour les structures qui cherchent à conserver ces pelouses, tel notre conservatoire, on a aussi des difficultés avec nos moyens actuels à réussir à maintenir cette biodiversité, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'où viennent les pelouses? En fait, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas de pelouse calcaire qui soit totalement naturelle en Lorraine. Ce sont des écosystèmes qui sont issus de phases de déforestation dès l'époque romaine. Notamment, il y a des très bons exemples sur la forêt de Haye, par exemple, qui ont été très largement étudiés par l'ONF et par certains universitaires. Mais on peut rapporter tous ces exemples sur à peu près toutes les pelouses calcaires. Donc on partait d'une forêt primaire, on va dire, qui était petit à petit déforestée
pour mettre en place de l'activité agricole. Donc déboisement, puis défrichement pour arriver à des faciès herbacées qui étaient plus facilement exploitables pour du pâturage ou pour du labour superficiel. Donc comment faire pour conserver ces pelouses calcaires? Il faut maintenir cette pression humaine qui va à l'encontre et qui, si on ne fait plus rien, repartirait dans une phase d'embroussaillement puis de recolonisation par la forêt. Donc la conservation des forêts passe soit par un entretien agro-pastoral, soit par une forme artificielle de maintien de l'intervention humaine sur ces milieux. Alors, petit cas d'école sur la vallée de la Sonnelle. Ici, on a l'Éperon, le petit village de Midrevaux, une photographie aérienne de 1951, avec l'Éperon au-dessus entre les deux vallons. Tel qu'il était figuré, on voit qu'ici, vous avez beaucoup de milieux ouverts et le revers de la côte exposé nord-est, qui lui est totalement boisé. Et donc on peut s'imaginer que là, sur l'intégralité de l'arrière-plan du village, vous aviez un coteau calcaire qui représentait des faciès de pelouse calcaire, avec localement des parcelles cultivées, des vergers, etc. Mais donc en tout cas, l'intégralité de l'arrière-plan de la commune de Midrevaux qui était de type coteau calcaire. Suivante. Et à l'heure actuelle, on voit l'évolution, abandon des pratiques agro-pastorales, reboisement, plantation, etc. Donc il ne reste plus que quelques rares fragments sur le coteau même, et l'intégralité du coteau est maintenant boisée. Donc on a perdu en 70 ans quasiment la totalité des pelouses calcaires sur ce secteur. Et c'est à peu près le cas sur toute la vallée de la Sonnelle. Suivante. Alors, pour préciser encore d'où viennent ces pelouses calcaires, on s'appuie notamment maintenant sur des travaux qui ont été menés par Alexandre Verdier, grâce à sa thèse et ses travaux menés à l'université de Nancy, sous l'égide de monsieur. Voilà. Et donc, notamment, la remise en perspective de qu'est-ce qu'était l'exploitation du paysage local, centrée sur le village, la Domus, avec, vous voyez, pour ce petit schéma qui illustre l'usage concentrique du territoire. Donc, la Domus, l'habitation, autour le Hortus, donc ce sont les jardins. La guerre, c'est le cercle jaune autour, qui est la zone agricole qui était peu loin, facilement accessible, qu'on pouvait cultiver facilement. Et un peu plus loin, qui fait la transition avec la Silva, avec la forêt, on avait le Saltus, cet espace qui était peu géré et qui servait surtout pour les troupeaux, qui servait à la fois pour les troupeaux et aussi qui faisait le tampon avec la Silva qui était sauvage et qui était pleine de bêtes qui venaient s'approvisionner sur la guerre et sur le Hortus. Donc on avait cet espace tampon, le Saltus, et c'est sur ce Saltus généralement des terres moins productives, donc moins bonnes pour la guerre, que se sont développées les pelouses, les écosystèmes de pelouses calcaires. Donc historiquement parlant, ce modèle a prévalu depuis quasiment l'âge romain, jusqu'en 1850, petit à petit. Alors il faut voir qu'en parallèle, on a eu une augmentation de la population et donc une demande en terres agricoles qui s'est de plus en plus forte, et donc quand même des mises en culture progressives et la poursuite du défrichement et du déboisement jusque dans les années 1870, l'optimum. Le maximum, enfin le minimum forestier. Jusqu'à cette époque-là, donc, il y avait généralement, et c'est documenté par des témoignages encore récents localement, des bergers communaux, jusque dans les années 45-50, et même donc, qui amenaient les différentes bêtes des différentes personnes du village sur le Saltus, sur les pelouses calcaires, donc qui étaient les terres qui étaient réservées pour ces troupeaux. Et donc ils y allaient en journée et les bêtes étaient ramenées le soir, voire elles passaient par la guerre, où elles déposaient tous leurs excréments qui servaient d'amendement pour les cultures. Donc on avait ce système de petite transhumance locale, sauf qu'en 1890, ce système a été supprimé, et c'était lié à un droit, le droit de veine pâture, et on est repassé dans un système tel qu'on le connaît actuellement. Suivante.
Alors se sont mis en place à partir de cette date-là sur certains secteurs des transhumances relativement structurées qui partaient d'Alsace notamment, et pour les troupeaux qui passaient par différents saltus, par différentes pelouses calcaires, au passage qui allaient jusque vers la Marne, à partir duquel les troupeaux étaient revendus pour être expédiés sur Paris. Et donc c'est toute cette pratique agricole ancienne d'entretien de ce saltus par les troupeaux qui avait permis de maintenir ouvert et sur une strate herbacée ces pelouses calcaires. Donc cette pratique de transhumance a duré entre les années 1900 et 1940. Alors ça concerne plus le nord de la région Lorraine. On n'en a pas de traces écrites localement sur la Sonnelle. Par contre sur Villouxel, par contre, on a documenté des traces de pâturage. Enfin, on a eu des témoignages de pâturage par des vaches et jusqu'en 1960, par exemple. Mais donc le pâturage rentable dans les conditions de l'époque a été considéré, donc c'est arrêté jusque dans les années 40, 50, 60, tout dépend localement. Alors, une petite information donc à bien retenir, c'est que les moutons ne dormaient généralement jamais sur les sites de pelouse calcaire, ce qui fait que le caractère très, très pauvre de ces pelouses a été maintenu parce que les bêtes étaient sorties à chaque fois de la pelouse. Suivant. Donc on se retrouve à partir donc du début du siècle de la déprise agricole, de l'abandon de la veine pâture, sur des processus d'abandon de ces terres, voire de replantation, de labour, de mise en place de carrières pour les routes, etc. etc. Donc une modification radicale. Donc abandon progressif de l'usage pastoral sur les pelouses qui entraîne un reboisement beaucoup plus rapide. Un déclin aussi de l'élevage ovin avec des dynamiques socio-économiques d'échelle macro. Il y a des processus de dépécoration qui ont été étudiés par les économistes, avec une chute des prix de la laine ou de la viande même encore aujourd'hui. Et à côté, donc, des essais de valorisation économique avec de la mise en place de plantations de pins, notamment, on en a eu sur Maxey-sur-Meuse, par exemple, qui se sont avérées pas toujours productives et dont une bonne partie a été balayée par la tempête Lothar, justement, en 99, de ce qui restait. Localement aussi, circuits de motocross, etc., qui ont pu maintenir un certain nombre de pelouses ouvertes, par contre. Suivante, merci. Alors, quelle était la biodiversité de ces pelouses calcaires quand on voit que c'était non pas des espèces consacrées à la biodiversité, mais bien une activité agricole? Et bien en fait, malheureusement, on n'en a aucune certitude, parce qu'il n'y avait personne pour les étudier sous l'angle de la biodiversité. À l'époque-là, on a quelques témoignages très très parcellaires. Donc quand on s'imagine qu'il y a des troupeaux entiers de moutons qui passaient sur des pelouses calcaires, on peut penser qu'il n'y avait plus beaucoup d'herbe après. Et l'analyse des quelques photos de cartes postales ou de familles qu'on a pu retrouver nous montre des milieux très ouverts avec de l'herbe très rase. Donc on pense que notamment il y avait peu de fleurs, peu d'insectes. Et même localement, alors là c'est pour la côte qui est illustrée, c'est sur Algrange, c'est la vallée de la Fensch dans le nord mosellan, où là il y a même des problèmes qui étaient mis en avant, des problèmes d'érosion. Les sites étaient tellement pâturés que les sols n'étaient plus maintenus par la végétation, donc il y a des problèmes d'érosion. Donc on peut supposer que dans ce contexte-là, la biodiversité était quand même fortement contrainte aussi par une très forte pression agropasturale. Enfin en tout cas telle qu'elle était entre 1850, à l'époque où il n'y avait pas encore eu toute la déprise agricole et où au contraire il y avait une très forte population rurale. Merci, suivante. Alors, et nous, conservatoires, par exemple, ou associations de protection, on est arrivé dans les années 70, à peu près, à une époque où l'abandon de ces pelouses avait quelques dizaines d'années, et où on est peut-être arrivé à une époque d'un optimum de biodiversité, c'est-à-dire qu'une fois que la pression a été relâchée sur ces espaces-là, la nature a pu recoloniser et s'exprimer vraiment pleinement, complètement, à ce moment-là. Et on passait donc de 1900 à des paysages où il y avait que de l'herbe, voire que de la terre, quelques arbustes, à des paysages de mosaïques relativement intéressantes dans les années 1950 avec des arbustes, de rares arbres, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est peut-être déjà arrivé en 2020 sur des paysages de pelouse où il y a beaucoup d'arbustes, beaucoup d'arbres, et on est probablement dans un déclin légèrement de la biodiversité de ces pelouses calcaires.
Et en tout cas, c'est un constat que l'on fait, nous, dans nos études. On n'arrive pas à maintenir cette biodiversité héritée. On a des difficultés. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi par la suite. On a 5 défis actuels pour arriver. Le premier, c'est d'arriver à valoriser la production agricole. Comme on l'a vu, les pelouses calcaires sont issues d'une gestion agropastorale. Donc si on voudrait vraiment conserver cette biodiversité, il faudrait probablement arriver à remettre une gestion agricole. Sauf que les modèles ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus sur du troupeau communal itinérant. On est souvent sur des parcs avec donc des animaux qui font leur déjection sur la pelouse et qui enrichissent la pelouse. Alors que la pelouse, à la base, c'est un écosystème qui est très pauvre. Donc on a déjà cette difficulté-là à ne plus avoir les mêmes modèles socio-économiques actuels qu'il y a ne serait-ce que 40 ans. Donc il faut trouver de nouvelles formes de valorisation agricole de ces espaces-là, notamment. Par exemple, avec une meilleure, et notamment pour une meilleure rétribution des éleveurs et des exploitants agricoles, de leur production locale. Donc circuits courts, etc., etc. Bon, ça relève malheureusement pas trop, enfin difficilement de l'échelle locale. Il y a aussi de grosses échelles macroéconomiques qui sont importantes pour ça. Suivante. Nous, conservatoires, on est aussi confrontés à un problème sur quasiment toutes les pelouses. Je vous ai illustré ici c'est une planche qui est tirée d'un atlas des racines que vous pouvez trouver sur Internet, fait par des Hollandais, qui illustre le système racinaire du prunelier, l'épine noire que vous connaissez, là, cet arbuste qui fait de la prunelle. Donc, qui est un arbuste conquérant sur nos pelouses calcaires. Et en fait, c'est comme les icebergs, ce qu'on voit en surface, c'est à peine un tiers de ce qu'il y a en dessous. Le plan sur ce qui est en haut, c'est un arbuste de prunelier qui s'est développé dans un sol profond avec une racine qui va descendre. Sauf que sur les pelouses calcaires, en plus, on est plutôt dans la deuxième configuration, avec un sol peu profond, donc où les racines vont avoir des racines traçantes qui vont partir sur le côté. Et à partir de ces racines, il y a des rejets qui vont partir. Donc petit à petit, on a cette dynamique de colonisation, en plus éventuellement d'avoir une dynamique de semis par les graines. Et comble de tout, si on coupe ces rejets, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez peut-être déjà tous fait l'expérience sur vos jardins, c'est que quand on coupe un arbre, généralement, il y en a 3 qui repoussent à la place. Parce que sur la souche, si on coupe la partie qui est en haut, il reste toute la partie dans le sol qui va chercher à se reconstituer le plus vite possible. Elle est en stress et donc au contraire, elle va refaire plusieurs tiges. Et donc on part dans un cycle complexe si on ne fait que traiter la partie supérieure de notre plan. Donc on a une gestion, y compris de l'embroussaillement, qui va être relativement compliquée. Suivante. Le troisième défi, c'est de limiter les dommages à la faune, parce que si on veut réintervenir sur nos pelouses, maintenant on a une biodiversité qui est installée, et notamment pour les insectes. Là, je vous ai illustré un petit schéma avec quelques arbustes, l'Astraterbacée, de la litière, et on s'aperçoit que dès qu'on regarde toute la diversité d'insectes, quelle que soit l'époque de l'année, on retrouve des insectes dans toutes les strates, sur les arbres, sur les arbustes, sur les herbes. Dans la tige des herbes, même, vous avez des chenilles qui exploitent, qui vivent dans la tige des graminées, par exemple. Ce sont des toutes petites chenilles. Vous en avez qui vivent dans la litière, et toute cette faune, elle va se distribuer en fonction, d'une part, de la température extérieure et de l'humidité du sol, et donc elle s'établit dans une niche microclimatique très très fine. Donc dès que vous intervenez pour venir couper de l'herbe en hiver, par exemple, vous allez augmenter l'exposition au gel de formes de chrysalides qui s'étaient installées dans la litière, et vu que les chrysalides, elles ne bougent pas, vous allez les surexposer au gel et donc provoquer une mortalité supérieure à ce qui était prévu. Voilà, ça va être fini. Donc on a une gestion, en plus, une intervention mécanique ou de type agricole qui va être très compliquée, et dans tous les cas, on va causer des dommages collatéraux sur la gestion. Suivante. Le quatrième défi, c'est de restaurer un réseau fonctionnel de pelouses. Vous avez ici les gros ronds jaunes qui correspondent aux principales pelouses, à la fois dans la vallée de la Sonnelle et sur la périphérie immédiate, et les petites qui sont plutôt des espaces intermédiaires.
Mais il faut voir qu'aussi un seul site tout seul, il fonctionne difficilement, et notamment pour les insectes par exemple, où c'est plus un réseau de sites qui vont faire que la population à l'échelle locale sera pérenne, mais elle va être alimentée au gré des aléas sur un site ou sur l'autre. C'est vraiment le paysage, à l'échelle du paysage, que la population va se maintenir. Et à l'heure actuelle, on l'a vu sur la photo aérienne, le paysage s'est beaucoup simplifié. On est forêt, agriculture, et donc l'espace de Saltus s'est beaucoup réduit. Suivante. Et enfin, le dernier défi, ça va être s'adapter au changement climatique. Ça a déjà été évoqué avant, mais c'est récurrent maintenant pour tous. Il faut bien avoir quelque chose en tête, c'est que les écosystèmes de pelouse vert lorrain sont adaptés au climat lorrain traditionnel. Ils ne sont pas adaptés au climat méditerranéen. Ce sont des génotypes, des gènes qui ont été sélectionnés localement pour être adaptés au climat local. Donc on a beau aller vers un réchauffement, eh ben, il ne sera pas forcément favorable à toute cette faune, à toute cette flore des pelouses qui n'était pas adaptée génétiquement à ce nouveau climat. Donc y compris là, dans ces milieux thermophiles, on aura des défis d'adaptation au changement climatique. Voilà pour cette première présentation sur les enjeux de conservation des pelouses calcaires. Merci. Donc ma deuxième intervention va être un peu plus sous la forme de portrait pour élargir un peu le panorama de la biodiversité de la vallée de la Sonnelle. Et parce que c'est une petite vallée, mais relativement singulière. On va le voir après. Donc je vais vous en détailler une partie. Alors, pour commencer par un portrait, j'ai illustré ici Pierre Dardenne, qui a été un des principaux contributeurs. Donc, c'est un ancien, c'est un botaniste très renommé, qui a une maison secondaire dans le secteur et qui a particulièrement contribué à la découverte et à la connaissance des enjeux floristiques de la région. J'y adjoindrai aussi Jean-Paul Maurice, qui est présent parmi nous, qui lui s'intéresse plus aux champignons, et donc qui a aussi contribué à la connaissance de ce patrimoine tout à fait remarquable. Donc à partir des années 70 notamment, et le développement de la conscience naturaliste ont été mis en place donc différents inventaires sur ce secteur. Donc ce sont des personnes généralement passionnées qui l'ont fait à leur titre personnel. Mais petit à petit, cette connaissance qui a été mise en avant, elle a été reconnue à différentes échelles, notamment au niveau du département. Il y a des sites maintenant qui sont classés en espaces naturels sensibles pour leur richesse. Au niveau de la région, on a des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique aussi qui ont été définies pour leur richesse naturelle. Et même au niveau européen, donc avec le site de la vallée de la Sonnelle, qui maintenant donc est un site qui est inscrit au réseau européen de sites Natura 2000 pour sa richesse faunistique et floristique. Si on le visualise sur les cartes, là, tous les aplats colorés constituent ces différents territoires de nature plus qu'ordinaire, on va dire. Donc ça couvre des superficies relativement singulières. Et encore, le contour des sites a été dessiné de manière la plus réduite possible en impactant le moins les espaces agricoles actuels. Suivante. Alors, d'où vient cette singularité? Ici, vous avez illustré une carte des régions naturelles de la région Grand Est. Les régions naturelles sont définies. C'est en fait l'ensemble. On s'aperçoit qu'il y a une organisation du vivant qui est homogène par secteur et qui est définie par différents critères géologiques, météorologiques, climatiques. Et on arrive à définir des communautés du vivant qui sont similaires par territoire en fonction justement de ces contraintes locales. Donc chaque couleur illustre une région naturelle dans laquelle vous allez retrouver une communauté vivante spécifique, relativement spécifique. Et donc on s'aperçoit, donc le cercle rouge illustre l'emplacement à peu près de la vallée de la Sonnelle. On est ici, on va voir sur le zoom suivant, à une croisée de différents territoires, donc de différentes régions naturelles qui ont repris notamment des termes géologiques, parce qu'un des facteurs structurants, c'est la géologie. Donc la vallée de la Sonnelle, elle est légèrement oblique, on l'a vu. Donc elle se relève de la région du Barrois septentrional de la côte de Meuse. Et on s'aperçoit qu'on est juste dans la petite pointe ici de cette région naturelle qui en fait s'étend surtout à côté sur la Haute-Marne.
Donc pourquoi la vallée de la Sonnelle est-elle particulièrement singulière sous l'œil du Vosgien? Eh ben parce qu'on en a, en fait, c'est parce que par rapport à cette région naturelle, on n'a qu'un tout petit bout. Et si on élargit notre vision, notamment sur cette même région naturelle sur la Haute-Marne, on s'apercevra qu'on retrouve les mêmes enjeux biologiques, et souvent en beaucoup plus grande surface. En tout cas, on est dans une configuration ici particulière pour les Vosges qui font qu'en effet, on a une nature et une biodiversité tout à fait remarquable. Un des fleurons, alors j'ai les titres qui sont un peu coupés, je suis désolé. Un des fleurons, ici, ce sont les marais tufeux et les marais alcalins. Qu'est-ce que ce sont? Eh ben, ce sont des écosystèmes très particuliers qui sont directement dépendants de la géologie, à nouveau, qui a été évoqué avant. On vous a évoqué les calcaires récifaux qui sont sur le sommet, par exemple, et en dessous, la couche d'argile. Eh ben, quand l'eau va s'infiltrer dans les calcaires, elle va dissoudre en partie les calcaires, et quand elle arrive au niveau de la couche d'argile imperméable, il va y avoir des sources qui vont émerger, et donc des sources d'eau qui vont être chargées par les carbonates des récifs coralliens qui se dissolvent relativement facilement. Et donc tout au niveau de la limite géologique bleu clair, bleu foncé, là sur la côte, notamment la côte de Bourg-les-Monts, parce qu'on a un pendage des couches géologiques qui fait que l'eau, elle va ressortir vers l'ouest et non pas côté Neufchâteau, elle va bien ressortir dans la vallée de la Sonnelle. On a donc toute une série de marais alcalins qui vont s'établir là sur le revers de cette côte de Bourg-les-Monts. On aura aussi d'autres marais alcalins dans les petites vallées perpendiculaires à la Sonnelle. Donc il y a plusieurs sites tout à fait remarquables sur Villouxel, Parny-sous-Mureaux, Midrevaux, etc., La Viove, La Glaire, Trévaux, Champ-l'Oiseau, Rortel, à Corvée, des sites qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs dans le département vosgien, des habitats tout à fait particuliers. Suivant. À quoi ça ressemble? Alors c'est pas forcément extraordinaire visuellement parlant. On a souvent une végétation basse dans les zones les plus humides, composée d'herbes et de fleurs, et dans les situations un peu moins humides, des roselières aphragmites sur le fond. Là, c'est le site de la Glaire, de la Viove sur Villouxel. Suivante. Quand on regarde un peu plus près, donc là c'est le site de la Glaire, alors c'est pas magnifique pour un kidam, mais pour un botaniste, là ça va être un petit paradis. Vous avez une végétation tout à fait particulière, et quand on regarde nos pieds, suivante, on va s'apercevoir qu'on est sur des concrétions tufeuses. Donc ce sont les carbonates de calcium qui sont dans l'eau, qui, avec des processus chimiques, quand on passe sur l'air libre, vont se précipiter pour former des concrétions calcaires. Et ces concrétions calcaires, donc, ou sources pétrifiantes, vont être favorisées par des communautés de mousses, les mousses du Cratonorion. Et donc ce sont des milieux qui sont en plus très fragiles. Il vaut mieux éviter de marcher dessus d'ailleurs, sinon ça va tout tasser et puis tout abîmer. Alors ces mousses du Cratonorion, alors la grande mousse, là, c'est Cratonoron filicinum, donc c'est une de ces mousses architectes de ces milieux. Sans elle, les tufs ne grossiraient pas aussi vite. Et donc c'est une plante, c'est une mousse relativement remarquable. Et en plus, dans la vallée de la Sonnelle, les bryologistes ont découvert donc Philonotys calcarea, là, cette deuxième mousse dont on voit là les petits sporophytes. Alors j'ai oublié, voilà, enfin ce qui porte les spores, tout à fait particuliers qui permettent de reconnaître, bon, un peu pour les spécialistes, et quand on se met à quatre pattes, cette mousse qui est très très rare au niveau Lorraine. Il doit y avoir moins de 5 stations, je crois, pour cette espèce-là. Et donc il y a uniquement un féodé à ces sources, à ces résurgences d'eau carbonatée suivantes. Dans la flore un peu plus classique, on a un patrimoine biologique tout à fait exceptionnel, avec notamment la lèche de Daval. Alors pareil, c'est pas très photogénique, c'est une petite herbe, quoi. Il n'en existe que sur 3 secteurs en Lorraine, notamment la vallée de la Sonnelle, qui est un des secteurs où elle est la mieux établie, enfin qui est le secteur où elle est la mieux établie. Par contre, c'est une espèce qui est très sensible à la compétition avec les saules et autres. Donc, s'il y a une modification des régimes hydrologiques, cette plante va être vite dépassée par le phragmite, parce que c'est une toute petite plante. Donc, la moindre perturbation écologique, notamment des flux hydriques, amène à sa disparition. Suivant. Une orchidée. Il y a une orchidée très rare, la Gymnadenia odorante, Gymnadenia odorantissima, dont la seule station à l'échelle lorraine, et donc vosgienne encore plus, se trouve à Villouxel. Donc voilà un patrimoine vraiment tout à fait singulier. Alors on la retrouve ailleurs en France, hein, bien sûr.
En Haute-Marne notamment, je n'ai pas sa répartition exacte en tête, je ne suis pas botaniste, je suis plutôt spécialisé sur les insectes. Mais voilà, des choses tout à fait uniques, même pour la Lorraine. On a le gaillet boréal aussi. Le gaillet gratron, vous le connaissez tous, là c'est celui qui s'accroche, qu'on retrouve un peu partout. On a ici dans les marais alcalins le gaillet boréal, qui est une espèce pareille qu'on retrouve que dans ce secteur, que sur la vallée de la Saônelle et dans les Vosges du Nord. Donc tout à fait particulier, qui lui aussi est une espèce qui va être liée au faciès ouvert. Donc il va falloir arriver à maintenir le régime hydrique pour que naturellement les milieux ne se referment pas. Et dans les dernières plantes très remarquables, on a aussi la gentiane pneumonante, avec une magnifique gentiane d'un bleu intense, pas très grande, mais qu'on retrouve pareil uniquement dans ces marais tufeux. Et comme la précédente, le seul autre secteur connu en Lorraine, c'est dans les Vosges du Nord. Donc on a des enjeux de conservation d'une flore tout à fait remarquable. Alors pour la gentiane pneumonante, par exemple, dès qu'on va voir dans la Haute-Marne, plateau de Langres, dans le parc des Forêts, vous avez beaucoup d'autres marais alcalins, et on retrouve ces cortèges-là, côté Haute-Marne, dans des populations beaucoup plus grosses. Mais en tout cas, à l'échelle de la région Lorraine et en plus du département vosgien, c'est tout à fait singulier. Suivante. Pour passer à la faune, on a aussi donc de la faune associée qui est tout à fait remarquable, notamment dans les libellules, une grosse libellule noire à traits jaunes, le cordulégastre bidenté, dont les larves vont se développer uniquement dans les petites gouilles, dans les petites zones de source, où vous avez tous ces petits dépôts calcaires, par exemple, très fins, dans lesquels la larve va pouvoir chasser. L'adulte, lui, va voler un peu plus loin. Suivante. Dans les coléoptères, alors là, c'est une petite bête, par exemple, celle qui est noire à gauche, elle fait 3 mm, mais c'est la seule station lorraine qu'on connaisse. Bon, alors vous allez me dire, qui cherche des coléoptères de 3 mm? Il n'y a que moi. Mais je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Bon, il y a des bêtes un peu plus sympathiques, là, comme Cryptocéphalus decamaculatus. Alors, je parle latin, heureusement que je suis avec des savants, parce qu'ils n'ont pas de nom français. Donc, c'est une petite chrysomèle, un scarabée, enfin, la famille des scarabées, qui vit sur les saules, elle, et qui est strictement inféodée, généralement au saule, dans les marais alcalins, d'une manière un peu plus large. Donc, vous avez aussi un certain esthétisme pour ceux qui apprécient. Suivant. Si on sort légèrement des marais alcalins, on peut aussi aller vers les petits cours d'eau qui en sortent. On a des mollusques tout à fait remarquables, le vertigo de Desmoulins, qui est un tout petit mollusque de 3-4 mm à nouveau, qui est d'intérêt européen, donc qui a servi à la désignation du site Natura 2000 et qui présente de belles populations, notamment le long de certains cours d'eau, sur Rorthais notamment, où il y a de grosses populations de ce petit gastéropode donc protégé et d'intérêt européen. Enfin, des espèces un peu plus largement réparties, l'agrillon de Mercure, pareil, qui est sur les petits cours d'eau bien conservés avec de la végétation herbacée dans l'eau ou sur la bordure et en milieu ouvert. On ne le retrouvera pas sur les milieux forestiers. Donc sur Midrevaux, notamment, on a une très belle population sur le petit cours d'eau, le ruisseau de Vaux, qui va descendre. Et enfin, il y a le castor d'Europe qui progressivement s'installe sur toute la vallée de la Meuse et qui colonise. Donc lui, on n'a pas trop à se soucier pour lui. A priori, il arrive à s'adapter, y compris aux contraintes anthropiques actuelles. Alors, vu qu'on est sur le volet cours d'eau, malheureusement, cette vallée de la Saônelle, on a parlé du fleuron des marais alcalins, mais sur le volet cours d'eau, au contraire, c'est plutôt une catastrophe. C'est un des pires exemples qu'on ait sur le département, avec la Saônelle qui a été très largement rectifiée. Vous pouvez voir ici un extrait de la carte hygiène. Et souvent, la carte hygiène pour les cours d'eau, elle n'est pas toujours très détaillée sur le parcours, mais là, elle est vraiment réaliste. Le cours d'eau de la Saônelle a été rectifié dans les années 60, je crois, j'ai plus en tête exactement, sur des kilomètres et des kilomètres, y compris tous les affluents latéraux qui sont parallèles. Malheureusement, là, c'est pas lié à une histoire géologique comme nous l'a démontré M. Leroux tout à l'heure. C'est vraiment l'activité humaine et la pelleteuse humaine qui a induit ce tracé rectiligne et parallèle des cours d'eau, donc avec à la clé une simplification énorme et une incision en plus. Les cours d'eau se sont du coup enfoncés parce qu'ils sont plus droits, l'eau va plus vite, elle érode plus facilement, etc. Donc une perturbation majeure des milieux, à la fois des écosystèmes de cours d'eau, mais aussi de tous les marais alcalins qui étaient liés autour. Et donc il y a eu de grosses pertes dès les années 60 de superficie de marais alcalins. Pour finir sur les cours d'eau, du coup, les enjeux naturalistes sont relativement relictuels. On n'a qu'une seule station d'écrevisses à pattes blanches,
sur le secteur, qui en plus va être menacé par les écrevisses américaines qui viennent avec la peste, etc. etc. Et le chabot, lui, ben, il va se retrouver qui habituellement c'est un des poissons typiques des petits cours d'eau dans tout le département vosgien, qui lui se retrouve vraiment en quelques petites populations sur le secteur. Et un poisson un peu plus original, la lamproie de plein air, une espèce d'anguille qui remonte dans les petits cours d'eau. C'est un poisson migrateur qui va remonter dans les petits cours d'eau pour se reproduire dans les zones un peu plus limoneuses, on va dire. Donc ce sont tous les trois des espèces d'intérêt européen pour lesquels le site Natura 2000 va essayer de mettre en place des actions pour favoriser leur population. Si on reste dans les milieux humides, mais dans les mares, un des enjeux naturalistes, c'est le triton crêté. On a juste là, sur l'Ifol-le-Grand, là, dans un réseau de mares, alors je ne sais plus dans quel sens, juste sur le côté, un petit réseau de mares, on a une belle population, une des plus grosses populations de tritons crêtés pour le massif vosgien. Donc c'est un très gros triton et le mâle se reconnaît à sa crête que vous voyez ici, tout à fait caractéristique. Et donc lui, ce qui va être important pour lui, c'est de maintenir un réseau de mares qui ne soit pas trop coupé par des routes, notamment, pour qu'il puisse y avoir une connexion entre les différentes petites populations locales et que pour l'espèce puisse localement se maintenir. Suivante. Autre enjeu, là on passe plutôt dans les mares, mais plutôt forestières, avec le sonneur à ventre jaune. La région Lorraine est une des plus grosses régions à l'échelle française des populations de ce petit crapaud qui vit dans les petites mares forestières et qui gêne des fois les forestiers parce qu'ils s'installent même dans les ornières créées par les engins forestiers. Mais en tout cas, il y en a une petite population sur le secteur tout à fait remarquable. On le reconnaît aussi à sa petite lentille en forme de cœur et à son ventre jaune. Suivante. Enfin, un des derniers milieux remarquables, ce sont les prairies. Et il subsiste encore quelques prairies oligotrophes, donc des prairies relativement pauvres. C'est sûr que les exploitants agricoles ont cherché à valoriser la production de leurs prairies. Donc des prairies fleuries remarquables, il n'en reste plus beaucoup. Il y en a notamment sur Midrevaux, où le conservatoire intervient sur la protection de cette prairie, et où on retrouve notamment la plante là, qui fait le petit pompon pourpre, c'est la grande pimprenelle ou sanguisorbe officinale, qui est plutôt une plante du massif vosgien habituellement, et qu'on retrouve donc là en situation abyssale, tout à fait déconnectée. Les populations de cette plante les plus proches se retrouvent sur le secteur de Remiremont, par exemple, ou bien sur Rambervillers. Donc là, ce sont des prairies très riches, très diversifiées, avec plusieurs dizaines d'espèces par mètre carré, donc vraiment un patrimoine à nouveau agropastoral tout à fait remarquable. Suivante. Et dans ces prairies, on retrouve quelques papillons comme le rutilant cuivré des marais, orange métallique. Ça rend rien sur photo, je vous invite à vous promener au mois de juin au bord des cours d'eau. Vous aurez peut-être la chance de le croiser, c'est vraiment un papillon magnifique. Donc qui est d'intérêt européen et qui, lui, va être dépendant d'une qualité du paysage. Donc si on veut travailler à sa conservation, c'est bien à l'échelle de la vallée qu'il va falloir travailler à avoir un paysage global prairial de qualité pour le conserver. C'est pas en conservant juste une prairie qu'on arrivera à maintenir ce papillon, parce que bien qu'il soit tout petit, son territoire, les mâles naviguent et les femelles aussi naviguent sur 2 à 5 km au cours de leur courte vie pour aller chercher des zones de ponte, des zones de nourrissage, etc. Je vais finir rapidement par la forêt et un constat tout à fait particulier. Alors, une des singularités de cette vallée de la Sonnelle, c'est que c'est dans cette vallée où on a une des rares données de lucane cerf-volant. Alors j'en fais appel à votre connaissance d'ailleurs, parce que le lucane cerf-volant, vous le connaissez peut-être tous, hein, c'est cette grosse bête avec des grosses mandibules devant. Et ben dans le département des Vosges, on n'a que 2 données, alors qu'il y a eu des grosses enquêtes naturalistes, dont une qui a été trouvée au-dessus de la forêt de la Sablière, dont on parlait tout à l'heure. Et vous voyez, il y a un trou sur la carte, c'est le département des Vosges. Voilà. Donc pourquoi est-ce que cette espèce, pourtant d'intérêt européen, protégée en France, n'est pas présente sur le territoire vosgien? Mystère qui reste à élucider, mais en tout cas ici on est en limite d'air habituelle pour ce gros scarabée, dont la larve se développe dans les racines des arbres morts et dans les souches d'arbres morts, par exemple. Donc d'où l'intérêt de maintenir des arbres morts et des souches en place.
Voilà, enfin, il y a un gros enjeu sur les chauves-souris. C'est pas mon domaine, mais on a plusieurs gîtes tout à fait remarquables d'espèces à nouveau d'intérêt européen qui sont très rares à l'échelle lorraine, à l'échelle française. Des rhinolophes, des barbastelles, des vespertillons sont occupés notamment l'ancien tunnel ferroviaire à Midrevaux. Il y a des combles d'églises aussi. Il y a la basilique dont j'ai oublié le nom, à Domrémy. Le fort de Bourg-les-Monts aussi, où il y a plusieurs habitats anthropiques qui permettent, qui sont des gîtes de grosses colonies d'espèces de chauves-souris tout à fait remarquables. Suivante. Donc voilà, je vais finir ce petit panorama pour préciser que c'est une nature qui est toujours sous pression. On est quand même dans un paysage encore relativement préservé, un paysage plutôt rural, mais qui est quand même avec des activités notamment agricoles qui ont évolué, qui sont adaptées aux enjeux économiques du monde agricole actuel, mais qui mettent la nature sous pression et notamment qui la simplifient beaucoup, alors que la biodiversité, dans biodiversité, il y a diversité et la base, c'est l'hétérogénéité des paysages et des interactions qui est importante, et non pas une simplification des écosystèmes. En plus, donc, s'ajoute par-dessus des perturbations induites par les espèces exotiques envahissantes. Je vous en ai parlé avec les écrevisses américaines, par exemple, qui sont à la porte. Et un des problèmes dans la vallée, notamment, c'est les ragondins et les rats musqués, qui, par exemple, s'attaquent localement à des populations de bivalves, de moules aquatiques d'eau douce dans la Meuse, des moules pourtant protégés, qu'on cherche à protéger, mais les ragondins et les rats musqués se font un festin de ces populations de moules d'eau douce. Et enfin, une fragilité face au changement climatique, mais je ne vais pas assombrir encore notre humeur aujourd'hui. Voilà, je voulais juste finir là sur ce cliché. Donc, on est à nouveau sur le secteur de Midrevaux ici, le fond de la vallée. En 1950, on ne retrouvera jamais cette biodiversité extraordinaire qu'il devait y avoir à cette époque-là, notamment quand on voit le tracé de la Sonnelle. On voit là plein de petits serpentards. Voilà, à l'époque, la vallée de la Sonnelle, la Sonnelle méandrait d'une manière tout à fait extraordinaire. Sur la droite, là, c'est le tracé noir, avec cette mosaïque d'habitats. Et alors qu'aujourd'hui, on a vraiment quand même changé de paysage. Mais il y a quand même des actions qui sont en place localement, notamment à travers Natura 2000, l'intervention du conservatoire ou d'autres actions de personnes locales qui essaient de prendre en compte cette biodiversité et qui arrivent à la maintenir en partie. On espère que les actions engagées arriveront à maintenir un peu, notamment sur les marais alcalins, à conserver ce patrimoine tout à fait exceptionnel. Voilà. Merci.